Bonsoir, donc Philippe et Didier m'ont demandé de parler des rétrotransposons et autres transposons d'origine virale chez l'humain. Donc je vais vraiment me concentrer sur l'humain et sur les espèces autour, et je ne vais pas aller aussi loin dans la phylogénie que Patrick. Alors, les rétrotransposons, les transposons par exemple, il y a deux classes, et vous verrez que c'est compliqué, principales. Vous avez d'un côté les transposons à ADN, je reviendrai après, et vous avez des rétrotransposons qui eux-mêmes sont classés en deux classes, et c'est assez ridicule. Il y a les transposons ALTR, d'accord, qui sont très proches des rétrovirus ALTR, et puis les transposons sans ALTR, ce qui me semble bizarre pour classer les choses. Alors, simplement, c'est une vieille diapo, mais pour vous montrer que la plupart, 40% de notre génome est codé par correspond à ces transposons. Et environ 55% ne correspondent pas à ces transposons, mais en fait, il y a beaucoup de transposons cachées et le chiffre risque d'être beaucoup plus petit avec le temps. Alors, je vais m'occuper d'abord des rétrotransposons. En fait, comme je vous ai dit, il y a deux classes, les transposons à LTR et les transposons sans LTR. Et le plus connu et le plus important qui va être discuté aujourd'hui dans ma présentation la prochaine, c'est les lines. Alors, je commence par les transposons ALTR. Donc, en fait, ces transposons sont présents au niveau du génome de l'hôte. Ils sont capables d'être transcrits, exportés à l'extérieur du noyau. Donc, on est chez les cellules eucaryotes avec le noyau. Hein. Donc, traduit, donc vous avez une information de capsides et de RNA, et vous avez des protéines qui sont capables de rétrotranscrire ce RNA en DNA. Donc, ensuite, ce DNA qui a été rétrotranscrit est capable de rentrer dans la cellule. Et puis, ce qui se passe, c'est un phénomène, d'ailleurs, qui a été emprunté au transposons ADN, de casser l'ADN et de s'intégrer grâce à une intégrase, et je répète, qui provient d'un transposons ADN. Alors, c'est très proche des virus, des rétrovirus ALTR. La différence entre les deux, c'est que dans les rétrovirus ALTR, vous avez une enveloppe qui permet au virus de rentrer dans la cellule, et c'est la même chose, vous avez une rétrotranscription. Le cDNA s'intègre dans le génome, il est transcrit et traduit, et la biologie du virus peut continuer, et le virus va comme ça infecter d'autres cellules. Donc ça, c'est ce qu'on voit classiquement pour les rétrovirus ALTR. Ce qui se passe parfois, c'est que ces rétrovirus intègrent la lignée germinale. Et dans ce cas-là, il va y avoir une évolution verticale du rétrovirus qu'on appelle endogène, qui va se générer de génération en génération. Alors la question qui a été posée aujourd'hui, est-ce que la perte d'une enveloppe d'un rétrovirus exogène, d'accord, va conduire à un transposon ALTR, et ce transposon ALTR, est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer dans de nouvelles positions? C'est la question qui était posée. Donc, est-ce qu'à partir d'un rétrovirus, je peux avoir un transposon? Alors, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe quand un rétrovirus exogène s'intègre? Donc, il s'intègre, vous avez une évolution verticale. Alors, quel est le destin de ces rétrovirus qui deviennent endogènes? Soit ils sont pseudogénisés, c'est-à-dire qu'il y a des cassures et puis il n'y a plus de virus qui peut être fait, et donc ils sont là et puis ils vont être perdus avec le temps. Soit il y a un phénomène qu'on appelle la cooptation ou domestication, comme vous voulez. Le plus connu, c'est l'exemple de la cécitine, qui provient, donc c'est une structure qui est impliquée dans la formation du placenta, et qui provient d'un rétrovirus endogène. Donc, vous avez aussi un autre type de cooptation, et on travaille beaucoup dessus avec des collègues chinois, c'est les rétrovirus endogènes qui sont utilisés pour la régulation, et en particulier la formation de long non-coding RNA, qui sont des structures propres aux eucaryotes. Et la troisième question, c'est est-ce qu'ils transposent? C'est ça, est-ce que les rétrovirus endogènes transposent? Alors, ce que j'écris ici, c'est que la transposition de rétrovirus endogènes reste à découvrir chez l'homme. Ça a été décrit chez la souris, chez la drosophile, donc vous avez des exemples de la littérature, mais chez l'homme, ça reste à découvrir, certainement parce qu'on n'a pas assez cherché.
Donc, comme ça faisait un peu court, je vais passer aux autres types de rétrotransposons, et je vais parler des rétrotransposons sans LTR, et en particulier les lines. Donc les lines, en fait, ils sont intégrés dans notre génome. Normalement, ils ne voyagent pas, eux, de génome en génome, hein, ils sont intégrés, donc ils restent là. Donc ils sont transcrits, ils sont transcrits. Donc vous avez deux protéines qui sont générées. Une protéine qui est importante pour transporter l'ARN à l'intérieur de la cellule. Et vous avez une protéine importante pour l'intégration de l'ARN dans la cellule. Alors là, c'est différent parce que vous vous rappelez, les rétrovirus, c'est l'ADN qui est créé à l'extérieur. Là, l'ADN n'est pas créé à l'extérieur, il se crée à l'intérieur. Donc le processus est complètement différent. D'accord. Donc c'est deux objets, pour revenir à l'idée, complètement différents. Donc dans le cas de... Donc ce qui se passe, la cassure est faite par l'ORF2, qui code pour une endonucléase. Il y a ensuite un priming qui se fait entre le RNA du line et la cellule, à partir de ces séquences consensus. Et puis vous avez une rétrotranscription qui se fait, donc vous avez un premier cDNA qui se fait, un deuxième, donc la deuxième copie se fait grâce à la polymérase de la cellule ou alors la RT polymérase du line, les deux sont possibles, et vous avez correction par la machinerie cellulaire et intégration. Donc vous voyez que vous avez des mécanismes complètement différents entre les rétrovirus ALTR et les line. Dans le cas des rétrovirus ALTR, vous avez un DNA qui est fait à l'extérieur et qui s'intègre par cassure-intégration. Là, vous avez un priming et une copie. Donc l'origine de ces deux types de transposition est complètement différente. Et pourtant, on les classe toujours comme rétrotransposons, alors qu'on devrait réinventer une nouvelle façon de le classer. Alors, ces transposons line est capable aussi d'autostopper d'autres types de structures, et en particulier les éléments ALU et les éléments SVA, qui sont aussi des éléments qu'on trouve en multicopie dans le génome. Et donc le mécanisme est le même, ces éléments sont autostoppés, donc le RNA intègre la cellule, les protéines de line sont capables de casser et de faire du priming, de retranscrire, et ainsi l'intégration de l'élément répété SVA et ALU se fait aussi. Mais d'autres types de structures que les éléments répétés et transformables sont aussi intégrés. Et il s'agit des éléments cellulaires. Donc vous avez ce qu'on appelle les rétro-pseudogènes, c'est-à-dire c'est des gènes qui sont transcrits. Quand vous êtes transcrit chez les eucaryotes, où vous avez perte de vos introns, ils retournent au niveau du noyau à cause de la machinerie de line, et ils sont intégrés dans le noyau. Et leur signature, c'est la perte, donc ces rétrogènes, on les reconnaît parce qu'il n'y a plus d'introns et il y a une copolie à la suite. Donc c'est certainement le même mécanisme qui préside, à l'intégration de virus qui ne sont pas ALTR, qui ont été créés dans ces années. Donc ce line-là a un rôle vraiment important dans l'intégration d'autres types d'ADN, d'autres types de structures géniques que la sienne. Et elle a certainement un rôle plus important que les rétrovirus ALTR pour faire évoluer les génomes. Qui permet de faire évoluer les génomes. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut calculer le taux de transposition grâce au WGS, aux séquences à haut débit. Alors là, ici, alors je vais vous expliquer, ça peut être fait, cette analyse peut être faite que pour les séquences ALU, line et SVA, parce que c'est facile de les repérer. Et que vous n'avez pas besoin de séquences complètes. Vous n'avez pas besoin de l'orange d'analyse pour faire ça. Et donc, les taux de transposition, c'est environ, pour les séquences ALU, c'est 2,5% par naissance. Pour les séquences L1, c'est plus 1,5% par naissance. Et pour les SVA, c'est 1,5% par naissance. C'est-à-dire, en gros, c'est environ 4% par naissance d'insertion de ALU, de line ou de SVA par naissance. Ça veut dire que si vous avez un enfant, vous avez 4% de chance qu'il ait une intégration de ce type de structure.
Donc si vous avez des enfants, 40%, etc. etc. Alors là, c'est très facile à faire parce qu'en fait, ces WGS, c'est des short reads et c'est facile de repérer ce type de séquences répétées à l'intérieur. Pour les pseudogènes processés, alors je vous rappelle, donc le gène est transcrit, splicé, d'accord, vous perdez vos introns, et vous êtes rétrotranscrit dans le génome, et ce qu'on appelle des pseudogènes processés, rétropseudogènes. Souvent, ils sont inactifs, mais il y a certains cas d'exaptation aussi. Et dans ce cas-là, comme il y a que... Il faut regarder des séquences complètes, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc là, on est obligé de s'appuyer sur des long read séquences, sinon c'est impossible à faire par Go ou autre. Et vous voyez, le papier date que de 2021. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a environ plus de 40 gènes rétroprocessés dans notre génome qui s'intègrent, mais je suis incapable de faire la comparaison entre les deux chiffres. Mais ça se passe, et je suis incapable de vous dire quel pourcentage. Mais en tout cas, mis à part l'intégration de line, d'ALU, de SVD, il y a aussi l'intégration de gènes cellulaires qui se font à une fréquence assez élevée, je dirais plus d'1% dans nos génomes, et ça peut être aussi d'autres types de structures, des virus non altérables par exemple. Alors je vais être obligé de finir, je vais parler un petit peu des DNA transposons, qui eux n'ont pas besoin qui eux transposent directement, il n'y a pas d'intermédiaire DNA qui se passe. Donc je prends mon transposon favori, c'est le transposon RAG, qui existe depuis la base des métazoaires ou avant. Et en fait, c'est quoi un transposon ADN? C'est que vous avez le transposon qui code pour une transposase. Ici, vous avez les signaux de reconnaissance. Cette transposase est capable de couper l'ADN en reconnaissant les signaux de reconnaissance et intégrer cette région dans une autre région génomique. Et ça s'appelle une transposition. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Alors d'abord, ces éléments transposables à DNA, c'est ce qu'on appelle les éléments IS chez les bactéries, et d'ailleurs ils sont aussi présents chez les archéobactéries. Donc certainement, mis à part qu'il y a eu transfert horizontal, ils étaient à la base de la vie sur Terre, donc ils ont toujours été là. Donc c'est vraiment quelque chose de très universel. Chez l'homme, ils peuvent transférer, enfin chez les vertébrés, chez les mammifères, ils peuvent transférer de façon horizontale en utilisant les virus comme véhicule. C'est-à-dire qu'ils sautent sur un virus, le virus infecte et il saute sur l'autre. Donc c'est très bien écrit avec les baculovirus. Donc, ce sont des éléments qui transposent, qui s'échangent énormément entre les génomes de mammifères, de vertébrés, etc. Chez l'homme, ils sont tous inactivés. C'est tous donc il y a 2%, 3% de génomes qui correspondent à ces virus, à ces transposons ADN, mais ils sont inactivés. D'accord, ils sont là. Et par contre, certains d'entre eux, donc on en compte 29, au niveau protéique, sont domestiqués, exaptés comme on dit, et puis d'autres éléments sont utilisés pour la régulation. Donc bien qu'ils soient tous inactivés, ils ont un rôle important dans la structuration de nos génomes. Bien sûr, il y a des génomes, les chauves-souris par exemple, où il y a des transposons qui sont actifs, en tout cas dans la lignée des humaines, ils sont tous inactivés. Alors là, en fait, RAG, qui est l'élément pilote de notre système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire si elle est provient d'un transposon qui a été domestiqué, et ce RAG domestiqué, qu'on appelle RAG, est impliqué dans la recombinaison VDJ qui préside à la grande diversité des récepteurs T et des immunoglobulines. Donc c'est-à-dire, s'il n'y avait pas RAG dans notre génome, s'il n'y avait pas eu une intégration de RAG dans notre génome et intégré, on ne pourrait pas faire de vaccin. Voilà, donc pour conclure, c'est que les seuls virus qui sont échangés actuellement chez les mammifères et les vertébrés, c'est les rétrovirus. Certes, ils sont endogénisés, certes, ils présentent 8% de notre génome,
Mais certes, ils sont aussi domestiqués, et je reviens sur la syncytine, mais il n'y a pas de transposition qui a été mise en évidence. Une fois qu'ils sont là, ils sont bloqués. Voilà. Donc, d'après moi, c'est pas possible que ça n'existe pas, parce que ça existe, par exemple, chez la souris, chez la drosophile, donc c'est quelque chose qui reste à découvrir. Donc voilà, donc l'idée c'est de se dire, est-ce que par la perte de l'enveloppe, on se transforme de virus en LTR transposon? Et ça reste encore... Enfin, ça existe, il y a d'autres exemples dans la littérature, mais pas chez l'homme, ça reste à découvrir. Et voilà, donc si on peut commencer à continuer à discuter, et s'il y a des questions plus précises, voilà mon adresse mail qu'on connaissait tous. Voilà, merci.